Cube Radio. Richard, je suis en train d'ouvrir une bouteille de très, très bon Bordeaux. Ironiquement, pour recevoir quelqu'un qui fait sa propre huile d'olive, son propre vin. Mais ça, c'est pas vraiment son premier métier. C'est Patrick Bruel, qui est non seulement vigneron et qui fait de l'huile d'olive, mais qui fait accessoirement des chansons et des films. Et c'est un champion de poker. Et c'est un champion de poker, c'est ça? Qui est très, moi, je trouve ça très fascinant. peu connu ici. En France, c'est très connu. Donc, il a demandé à avoir un vin, un bon Bordeaux. Il a juste dit un bon rouge, puis comme je suis né à Bordeaux, moi, je préfère acheter des Bordeaux qu'acheter des Bourgognes. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? Ça change des petits vins de table qu'on prend habituellement. Tu devrais l'inviter souvent à la maison. Oui, Patrick Bruel devrait venir plus souvent à la maison. Bref, moi, je suis super impressionnée de ce gars qui est aussi talentueux dans des domaines différents. Puis, écoute, quand même, il faut se rappeler les belles années de la Bruel Mania. Les gens s'évanouissaient. Puis, c'est pas pour rien que les gens parlaient de la Bruel Mania. Les filles? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'était comme la Beatle Mania. Là, les gens hurlaient. Quand t'allais à cette époque-là, dans les années 90, mettons, quand t'allais à un spectacle de Patrick Bruel, t'entendais pas les tunes de Patrick Bruel parce que les gens hurlaient tellement fort et chantaient tellement par-dessus lui. Et d'ailleurs, ça devait être super fatigant. Pour lui, ça devait être agaçant parce à que les l'os. Beatles, c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire des spectacles, parce que c'était les pas gens agréable. criaient trop et ils s'entendaient pas. Faut dire que les Beatles n'avaient pas exactement le même système de son, puis les petites oreillettes et tout ça dans l'oreille et tout ça, là. Mais sais-tu quoi? Peut-être que les gens le savent pas vraiment, parce qu'ils ont peut-être vu seulement ces petites comédies dans lesquelles il a joué. Plus légères. Mais c'est aussi un très bon comédien. Et les gens qui nous écoutent, vous devez absolument louer le film qui s'intitule Force majeure. Deux gars qui s'en vont, genre au Laos, au Vietnam, dans en Asie. C'est ça. Ils rencontrent un gars avec un sac à dos, ils deviennent amis un petit peu avec lui, puis tout ça. Ils ont du fun, ils passent une soirée avec lui, c'est bien le fun. Et le gars, plus tard, se fait arrêter pour possession de drogue. Et là-bas, lui, c'est prison à vie. Sauf que si les deux gars disent qu'ils étaient complices de ce gars-là, ils vont rabaisser sa peine, mettons, à 10 ans chacun. Okay. Les trois gars vont avoir 10 ans, plutôt que lui, prison à vie. Ils l'ont pas connu, ils l'ont connu 3-4 heures. Ouais. Ils retournent en France, ils ont 24 heures pour se décider. Est-ce qu'ils sont prêts à passer 10 ans en prison? C'est ce que t'appelles, toi, le jeu de la morale. Pour sauver ce gars-là. C'est intéressant. C'est un film brillant et il est extraordinaire là-dedans. Mais à quelques reprises, je l'ai vu dans des films et il est toujours très bon, tu sais, je veux dire, puis pareil, il joue au théâtre. Moi, je l'ai évidemment pas vu au théâtre parce que quand il joue au théâtre, c'est en France, mais c'est quand même particulier parce que quand il a commencé tout jeune, il faisait du cinéma, il a commencé à faire du cinéma à 19 ans dans Coup de Sirocco, un film d'Alexandre Arcadie, et c'est après qu'il a commencé à faire de la chanson. Donc, il s'est fait connaître en France d'abord avec le cinéma. Puis ça, les gens ont tendance à l'oublier. Mais c'est quand même assez fascinant qu'il ait tous ces talents-là. Il va peut-être avoir son émission de cuisine un jour, qui sait? Ben oui, cuisiner avec Patrick. Parce qu'il fait des vidéos pour enseigner le poker aux gens. Ça s'appelle Poker Coach. Enfin, prononcé à la française, évidemment. Mais tu sais, il faut que tu découvres le tel. C'est quoi le tel? Tu sais, c'est quoi le tel des gens autour de la table? Non, ils ont tous un petit signe. Ils ont tous, quand ils ont un bon jeu, quand ils ont des bonnes cartes, ils ont tous... C'est le langage corporel? Il y en a qui se grattent le nez, il y en a d'autres qui se touchent l'oreille et tout ça. Et il faut que tu découvres c'est quoi le tel pour pouvoir lire quasiment les cartes qu'ils ont en main. Ça fait partie de la psychologie de poker. Donc, je ne sais pas s'ils utilisent ça exactement. Donc, tout le long de l'entrevue, il va peut-être, lui, en train de nous observer pour décrire c'est quoi notre tel, ou peut-être que toi, tu vas être en train de l'observer pour savoir c'est quoi son tel. Ou peut-être qu'il n'y a pas de tel, puis c'est pour ça qu'il est un champion. Et ça va être très le fun. Aussi. Et on va lui poser des questions, bien sûr, sur sa judéité. Sa judéité? Judéité. Son judaïsme, peut-être? Non, son judaïsme, c'est la façon dont... Bon, sur le fait qu'il est juif et qu'il mangera pas des petites saucisses. Parce qu'il faut le dire, ici, c'est du Rocher Martineau. On reçoit notre monde avec des petites saucisses dans la pâte feuilletée et jamais personne n'a eu à s'en plaindre. Et pour la première fois, aujourd'hui, un invité nous a dit « Je mange pas de porc ». Donc, il n'y a pas de petites saucisses. D'ailleurs, ça doit être lui qui appelle. Ça doit être lui qui appelle. Bon. Alors, je vais aller répondre.
Patrick, on est content de t'avoir ici, sauf que je vais te dire, malgré que je t'aime bien, tu fais suer. Tu fais vraiment suer parce que, regarde, t'as commencé à faire du cinéma à l'âge de 19 ans, dans un coup de sirocco. Ça a marché. Tu as eu des bons rôles, t'es excellent. Tu as fait de la chanson, c'était la Bruelle Manie, c'était fou. Tu as commencé à jouer au poker, tu es un champion mondial, un des meilleurs champions de poker français au monde, là, vraiment. Et tu te mets à faire de l'huile d'olive, et c'est une huile d'olive qui est remarquée par des grands chefs et tout ça. J'en suis très fier, j'aurais dû vous en amener ce soir, surtout. Ben oui, c'est ça. Mais ça doit faire des jaloux quand même, là. Tu sais, vraiment, là. Tout a réussi. Oui. Non, on peut pas dire que tout réussit. Peut-être qu'on met en avant ce qui réussit. Il y a évidemment d'autres choses qui sont peut-être plus vouées à l'échec. On peut pas toujours réussir, mais une chose heureusement, qui est sûre, il est moche, par contre. Ça, ben oui, même, ça, heureusement. Voilà, c'est un petit heureusement. Bon, heureusement. Heureusement, c'est un pichou, comme on dit au Québec. Non, mais au moins. Là où je suis content, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'ai essayé de faire de mon mieux et essayer de donner le meilleur et d'optimiser ce que j'avais. C'est vrai que il peut y avoir au départ une prédisposition ou un don ou quoi que ce soit, mais sans travail, on fera rien. Je reprendrai toujours cette phrase de Descartes, qui est le génie est une longue patience. Il peut y avoir de la fulgurance, mais ensuite derrière du travail. On peut avoir une très très jolie phrase qui nous arrive. Comme ça, un matin, un soir, et puis derrière, on va se mettre au piano, et puis surtout, on va se mettre à la table pour essayer de finir c'est ce que cette jolie phrase a engendré. Et ça peut prendre comme une demi-heure par inspiration et fulgurance, ou un an et demi, comme Brassens ou autres qui terminaient leurs chansons en travaillant à leur table tous les jours, quoi. Ouais, puis quand t'es arrivé, t'as remarqué que j'avais plusieurs livres de Leonard Cohen. Ouais. Leonard Cohen, quand il a écrit la chanson Alléluia, il a dit ça lui a pris 20 ans à la faire parce que il rajoutait des strophes, il en enlevait. Ça a été vraiment quasiment le travail de toute une vie faire cette chanson-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec une telle chanson, aujourd'hui, quand on écoute Alléluia, quand on écoute cette mélodie absolument incroyable, et puis ce refrain, on se dit qu'il aurait pu la sortir tout de suite dès qu'il a trouvé cette musique. Mais lui, non, il a pensé que c'était pas prêt, que c'était pas à maturité. C'est comme le vin. Vous faites le plaisir de m'offrir un Haut Médoc 2011 parce qu'aujourd'hui on peut boire du 2011 et c'est une bonne idée de boire en 2022 un 2011 sur ce cru-là, c'est une bonne chose. Et parce qu'il faut attendre il faut qu'il soit à maturité. Une chanson, c'est pareil, elle peut, comme je disais, arriver tout de suite. Moi, il y a des chansons que j'ai écrites en temps réel. Place des grands hommes, par exemple, elle a été écrite en 4 minutes. Wow. La musique, pardon. Okay. La musique, j'ai faite en 4 minutes, parce que l'anecdote de Place des grands hommes, je la connaissais pas, je vais la raconter, elle est drôle. Place des grands hommes, moi, j'allais faire l'émission de Patrick Sabatier, Avis de recherche. Tu sais, on retrouve tous nos copains. Ouais. Et j'avais vu le film The Big Chill. Oui, c'est des copains qui se réunissent à l'occasion d'une funéraille. Et je me dis, quelle magnifique idée. Et puisque je vais retrouver mes copains, ça serait bien qu'on écrive une chanson. Et je dis à Bruno Garcin, tiens, ça serait bien d'écrire un texte à propos de copains qui se retrouvent. Et lui, il écrit un texte et il me le donne. Je le regarde, je le lis vaguement, puis je le pose. Et puis, 1 ou 2 mois plus tard, il m'appelle. Et 1 mois plus tard, à peu près, il me dit alors t'en es où avec la chanson? Je dis ça avance, j'ai presque fini. Bientôt je te la fais écouter, ça va être super. Il me dit ouais, moi j'avais absolument même pas regardé le texte. Hein. Et il me dit écoute, je suis en bas de chez toi. Ah waouh. Je dis d'accord, monte alors. Et là il monte. Et il monte, et il me dit alors, je dis non, mais j'ai un petit truc, c'est pas terrible. Et puis je me mets comme ça, je me rappelle toute ma vie, je me suis mis comme ça, j'ai pris la guitare, j'ai mis le texte par terre, donc j'ai pas levé la tête. Et j'ai improvisé cette musique. Ben, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans dedans, en pensant que j'étais en train de faire de la merde. Mais vraiment. Et je joue ce truc-là en disant, bon, j'aurai tout le temps de... Et quand je lève la tête à la fin, lui, il est en train de pleurer. Et il me dit, c'est extraordinaire. Je dis, mais non, mais... Il me dit, non, mais vraiment. Et là, j'ai qu'une hâte. C'est qu'il s'en aille pour aller l'enregistrer. Parce que sinon, je vais oublier. Sinon, tu vas pas oublier. J'adore ça. Et c'est comme ça que la chanson est née. On n'a plus changé une note. Génial. C'est génial. Et cette chanson-là, c'est vraiment celle qui t'a fait naître, en fait. Celle-là et d'autres, mais casser la voix. Un peu, oui, dans l'ordre, il y aura Marre de cette nana, comment ça va. Et puis ensuite, on va attendre un peu et on va arriver avec Casser la voix qui va tout, comme dirait Ginette Renaud, qui était la première personne au Québec à entendre cette chanson. Elle disait, c'était que là en solo. Ça peut pas être un hit. Ça peut pas être un hit. Bon, alors Patrick, en toute amitié, ton accent québécois, t'es pas prêt encore à aller tourner dans un film d'Aline
Alors, franchement, De Valérie je Lemercier. trouve, franchement, t'es pas fine avec moi, là. T'es pas fine, elle est pas fine, là. Franchement, c'est pas très sympathique. Est-ce que c'était une éthique de famille, c'est de travailler fort? Est-ce que c'est Ouais. tes parents qui t'ont inculqué ça? Oui, Ta mère? je viens d'un milieu enseignant, pour lequel la méritocratie est très importante pour nous. Il y a le travail. Et puis aussi, je viens du sport. Tes parents étaient tous les deux enseignants, mais on sait que tu as été élevé par ta mère. Ouais. Et donc, cette éthique-là du travail, de sang-froid sur le... Mes oncles aussi. Tes Parce que oncles aussi? Mes oncles étaient et en plus mes oncles, ma mère était plus sur les lettres, mais mes oncles étaient prof de maths, prof de physique. Et tout, il y avait beaucoup c'était plus des matheux. Donc eux, ils étaient encore plus sur le boulot, voilà. Mais c'est normal. Puis mon grand-père aussi, et puis très vite, j'ai compris qu'avec le travail, on avait des résultats. Ça m'a pas été douloureux de travailler. J'ai trouvé que c'est ce que je dis à mes enfants. Je dis mais en plus, je préfère que vous ayez un 14 en ayant donné le meilleur de vous-même qu'un 19 en n'ayant rien foutu. Il m'intéresse beaucoup moins le 19 là, dans ce cas-là. Moi, ça m'intéresse que le sens de l'effort. Ce qui m'intéresse, c'est de penser à l'étape d'après. Si tu as passé cette barrière-là, tu vas pouvoir en passer d'autres parce que l'effort, c'est quelque chose que tu enregistres. Ton cerveau enregistre l'effort que tu as fait et t'es capable de le reproduire. Après, dans un moment peut-être plus difficile. Si t'as jamais eu besoin de faire d'efforts, le jour où t'as un vrai effort à faire, bah, tu te retrouves en échec. Voilà. Et là, c'est là, comment moins de drôle. grandir sans modèle masculin parce que ton père a foutu le camp, a levé les feutres, a foutu le camp. Alors, Assez tôt, ouais. Mon père était très jeune, ils sont mariés, il avait 20 ans, et puis il est parti. Donc ma mère m'a élevé seul, et puis ensuite ça a été mes oncles, mon grand-père, très présent. Et puis, je dirais des paires de rencontres, des gens que j'ai rencontrés pour qui j'avais beaucoup d'admiration et qui devenaient un peu des papas de rencontre, les pères de mes copines, par exemple, très souvent, figures paternelles. ou de mes copains, ou des gens pour qui j'avais une admiration et qui m'ont témoigné de l'affection, comme par exemple Guy Carcassonne, qui est un très grand constitutionnaliste, professeur de droit, qui a été mon ami intime pendant 27 Est-ce ans. que t'en as eu dans le milieu de la chanson, dans le milieu du cinéma aussi, des comédiens plus vieux, des chanteurs plus vieux? Bien sûr, Roger Hanin pour mon premier film, c'était comme un papa un peu de cinéma. Arcadie aussi était un papa de cinéma. Alexandre, le réalisateur, voilà. Et il y a toujours eu mais j'allais spontanément vers ces figures emblématiques et des figures un peu de référence. J'allais vers le référent très souvent. J'avais besoin de ça. Et puis du coup, comme je les ai choisis, j'ai eu la chance. J'avais des gens assez brillants, assez extraordinaires qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont aidé. Puis mes profs aussi. Moi, mes profs, j'ai un grand amour des profs, de ce qu'est un professeur, de ce qu'est un enseignant. Un enseignant peut changer une vie. Enfin, je vous dis cette phrase qui est une des phrases. Mais tu vas nous parler de Camus, et voilà. Albert Camus. Et qui est une des phrases de mon prochain album où il y a une chanson qui s'adresse. On le comprend à la dernière phrase, ça s'adresse à ma maman. C'est que quand il a gagné le prix Nobel de littérature, il a rendu hommage à son professeur en disant, vous avez vu quelque chose en moi que moi-même j'avais pas vu. Puis c'est quand même très particulier, ce gars qui gagne le prix Nobel et qui prend la peine de remercier le gars qui était son professeur. Mais parce que c'est fondamental. Oui. Parce que c'est fondamental. Parce qu'un professeur peut changer une vie dans un sens comme dans l'autre. Il peut encourager un élève et le développer, comme il peut aussi décourager parfois quelqu'un par une attitude, on ne peut pas. Et un professeur est la base. Et l'hommage que Camus rend dans ce merveilleux discours de Suède que je conseille absolument à tout le monde parce que c'est un guide de vie presque. Et puis c'est extraordinaire d'accéder à la plus haute marche du podium puisqu'on peut pas aller plus haut que le prix Nobel et d'être sur la plus haute marche de l'humilité en même temps. Je trouve que c'est bien dit. Fantastique. Souvent, quand il y a un des deux parents qui est fou le camp et que son enfant devient soudainement très célèbre et tout ça, tiens, regardons ça, il s'intéresse soudainement à son enfant puis il revient. Parce qu'il veut renouer avec. Patrick Bruel sourit. Son enfant est une vedette, là. Hey, te souviens-tu? J'étais ton père. C'est pas toujours aussi flagrant, mais il peut y avoir de ça. Et puis quelque part, moi j'arrive à considérer que 4,5 de ce que je représente, c'est ce que je suis. Donc je me dis finalement,
c'est aussi ce que je suis. C'est pas uniquement ma notoriété. C'est peut-être que d'avoir eu, ça permet de faire connaissance un peu plus vite. Et donc peut-être que j'ai fait connaissance un peu plus tard. Avec mon père. Il est revenu, puis vous avez les rapports. Vous avez renoué. Oui, ça s'est pas fait en un seul temps, ça s'est fait en plusieurs temps. Il est venu, puis là je l'ai moins accepté, puis plus accepté par la suite, puis ça a été un peu en dents de scie. Et puis avant d'attendre mon premier enfant, quand je savais que j'allais avoir un enfant, j'ai dit que là c'était pas possible de pas avoir réglé à 100% tout ce qui se passait avec mon père, pour que mon fils n'ait pas lui à subir ça quelque part. Donc j'ai tout réglé. Puis aussi pour être un meilleur père, parce qu'on peut pas vraiment, si on traîne un bagage familial, on est un moins bon parent. Mais à la limite, d'avoir réglé ça avec mon père, ça s'est plutôt bien passé. C'était pas simple, ça a été assez même solide dans l'échange. C'était un vrai échange. On s'est dit des choses. Il aussi a dit des choses, mais j'ai dit des choses. Mais ensuite, c'est vrai que quand mon enfant est arrivé, j'avais une formule, puisqu'il est arrivé avec des yeux aussi bleus que les miens. Et j'avais écrit quelque chose qui disait j'avance dans le bleu. Comme on dit j'avance dans le noir quand on connaît pas la situation. Moi, j'avançais dans le noir. J'avais jamais élevé d'enfant à part aider à l'éducation de mes petits frères. Mais j'avance dans le bleu. C'est-à-dire que j'ai avancé dans le bleu de ses yeux. Et puis j'ai fait ce que je pensais être bien, être le mieux. Et voilà, j'espère. On espère toujours qu'on s'est pas trompé et qu'on est allé, qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais j'ai l'impression que voilà, quand je vois mes enfants aujourd'hui, 16 et 18 ans, je suis tellement extatique devant ce qu'ils sont, ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils sont, quoi. J'ai eu des beaux cadeaux dans ma vie. J'ai été gâté, j'ai été vraiment privilégié sur plein d'égards. Mais mon plus beau cadeau, c'est mes enfants, mais deux, que mes enfants s'entendent aussi bien l'un et l'autre. Pour tout te dire, Oscar faisait ça. Il a 18 ans, il faisait sa première graduation. Là, il est en deuxième année Ils sont aux États-Unis, tes fils, aux États-Unis. Et ni sa mère qui sort un livre merveilleux, en l'occurrence, on pourra peut-être en parler parce que vraiment c'est un livre exceptionnel. Donc elle est en France pour la sortie de son livre et moi j'étais à Québec pour le concert. Je pouvais absolument pas aller à la graduation. Le petit de 16 ans, lui a pris l'avion de Los Angeles. Il est allé assister à la graduation de son frère. Ils ont passé 2 jours ensemble et ils sont rentrés ensuite à Los Angeles. Mais de les savoir ensemble dans ce moment si important, c'était une grande fierté pour moi. Waouh, c'est super. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on fait un apéro piquant, on demande aux invités ce qu'ils ont envie de manger. Et toi, tu nous as fait passer l'invention que tu mangeais pas de porc. Et là, je me dis, ben oui, qu'est-ce que t'es bête, Sophie, t'aurais dû y penser. Non. Patrick est juif, donc il mange pas de porc. Est-ce que c'est important dans ton identité? Est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu vas à la synagogue? Est-ce que cet aspect-là de ton identité, c'est quelque chose qui est important? Est-ce que c'est, par exemple, quelque chose que tu transmets à tes enfants? Alors, je suis très autodidacte, moi, sur à peu près tout. Ouais. Et aussi par rapport à la religion. C'est-à-dire que je me suis pas laissé imposer des choses par la religion. Je me suis laissé proposer des choses par la tradition. C'est bien dit. J'adore cette formule. J'aime ça. J'aime cette tradition. Par tradition culturelle. Oui. Et puis au départ, bien sûr, on fait les fêtes, souvent pour faire plaisir à nos aînés. Mais je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, mon grand-père, qui était un franc-maçon, socialiste, et plutôt très loin de la religion, faisait les grandes fêtes et les cérémonies un peu... on arrivait à 7h moins le quart, à 7h moins 5, on avait fini. Alors pour la sortie d'Égypte, je trouvais que c'était un peu court, quoi. Et même j'avais 8 ans et je disais, mais non, mais pourquoi est-ce qu'on raconte pas toute l'histoire? Et pourquoi on fait pas ça plus longtemps? Et voilà, wow, mais ça va, mais non, ça va pas. C'est vrai que l'histoire est belle. Oui. L'histoire est belle. Et moi, c'était ça qui m'intéressait. C'était l'histoire était très belle. Drôle. Et depuis toujours, j'ai voulu faire le Seder de Pâques en français. Moi, je veux qu'on le fasse en français, en hébreu aussi si on peut, mais en français pour que tout le monde comprenne ce moment incroyable qu'est la sortie d'Égypte et tel que c'est raconté aux enfants et tout, soit joli. Donc, pour les traditions, ça me fait plaisir de le faire. Mais en même temps, je me rappelle, et si t'avais pas été juif, je suis sûre que tu l'aurais fait de toute façon, mais quand Jean-Marie Le Pen était très fort avec le Front National en France, tu avais à cette époque-là, dit que tu refusais de donner des concerts, de donner des spectacles dans des villes où il y avait des maires M-A-I-R-E-S, Front National. En fait, on était dans un moment où, chez moi, c'est une forme de colère contre l'abstention. Je n'avais pas envie d'aller juste chanter. J'aurais pu aller débattre. Aller dans l'arène pour débattre. Mais juste chanter à ce moment-là, non, ça se présentait pas. Et puis c'est vrai que c'était aussi pendant une période où je recevais des insultes personnelles, de la part de leur leader.
Oui, qui était antisémite, d'ailleurs. Je peux dire qu'il a fait quelques dérapages qui peuvent... C'est un euphémisme, ouais. qui peuvent nous y faire procès, oui. Je reviens sur ta carrière de chanteur. Quand tu étais vraiment là, au centre de la Bruel Mania, où c'était complètement fou, là. D'ailleurs, tu avais certainement de la difficulté à t'entendre quand tu chantais, tellement ça criait. Ça dépend. C'est vrai qu'il y a eu des moments particuliers. Est-ce que tu te disais, à un moment donné, ça va s'arrêter, parce que ça peut pas toujours durer dans une carrière, il y a différentes mouvances, là. La carrière de chanteur continue, mais en fait, ça, j'espérais que ça prenne à un moment donné une autre forme. J'espérais que le caractère artistique prenne quand même un peu le dessus sur le caractère sociologique. En tout cas, vu par les médias, vu par les observateurs. Je voulais qu'on redéfinisse les curseurs. Je voulais qu'on remette au centre du débat un pianiste, un guitariste, un auteur, compositeur, un chanteur, un interprète. Au lieu de juste un phénomène social de C'était ça qui me paraissait important. Ouais. Ça te saoulait un peu, ça? Oui, parce qu'il y avait une dichotomie entre ce qui se passait réellement et la description que les gens pouvaient en faire. Et donc, il devenait forcément réductrice. Et donc, ça m'a un petit peu... mais ensuite, par la suite, j'ai eu cette chance folle de pouvoir obtenir ça, c'est-à-dire d'être connu, que certaines des scories retombent, et que l'essentiel reste, et que l'essentiel de cet enthousiasme, de cette ferveur, de cette ambiance reste toujours la même. La preuve... ici récemment, donc le Festival d'été de Québec avec 100 000 personnes qui étaient en super Bruel Mania, si j'ose dire. C'était complètement fou comme ça l'a été il y a 2 ans au Centre Bell, où ça a été. Je parle du Québec, hein, parce que en France évidemment il y a quelque chose de tellement fou qui n'a jamais cessé. Mais là je vois aujourd'hui il y a des choses qui sont là et qui sont là pour toujours. Il y a des codes entre le public et moi. On était avant-hier encore à Québec et on sera à Montréal cette semaine, où sur certaines chansons, on a l'impression d'être en 1990, quoi. Ça ne bouge pas, c'est pareil. Ce public qui est là, qui sont ces personnes qui étaient là déjà en 90 et qui avaient peut-être 15 ans, qui aujourd'hui ont 35, 40 ans et qui viennent avec leur jeune fille ou leur jeune garçon et qui sont là. Et je voyais des gens à Québec, ou quand je vois dans toutes les salles des gens de 15-20 ans en train de chanter mes chansons. Parfois c'est très touchant de voir une jeune fille de 20 ans avec sa maman de 45 ans, puis ils se tiennent comme ça, puis ils chantent ensemble les chansons. Et puis je comprends tout de suite l'histoire. Et c'est joli, vraiment c'est joli. Non, je suis très privilégié de ce côté-là, parce que il y a quelque chose qui est resté, mais c'est ce climat de confiance qui est resté avec le public et qui n'a jamais bougé, et qui fait que les gens n'ont jamais été déçus après un spectacle. Ils ont toujours dit à ceux qui n'étaient pas venus: T'aurais dû y aller. Vous auriez dû y aller. Est-ce que c'est les femmes qui traînent leur chum, puis leur chum dit Patrick Bruel, là, puis ils vont, puis finalement ils tapent du pied, mais discrètement. Alors écoute, ça a été plusieurs étapes. Au début, les femmes venaient seules, les hommes voulaient pas venir. Ensuite, elles les ont, comme tu dis, ils les ont traînés. Ensuite, ils ont tapé du pied, comme tu dis, un peu discretos. Ensuite, ils ont commencé à lever les poings comme ça. Ensuite, ils ont commencé à venir seuls entre copains. Ah. Et maintenant, j'ai quand même de temps en temps, c'est pas toujours, mais des femmes qui gardent des enfants quand les mecs viennent avec leurs copains c'est très voir des concerts. Ah, c'est génial, ça, comme évolution. Ça, c'est assez amusant. Mais j'avoue qu'on reste quand même sur un public extrêmement féminin. Ouais. Est-ce que tu as des amis dans ce milieu-là? Est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce que tu fréquentes Jean-Jacques Goldman, Renaud? Est-ce que ces gens-là sont tes amis? Je vois qu'à un moment donné, tu avais chanté avec Michel Sardou, qui, moi, est une idole pour moi. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec les positions politiques de Sardou. Est-ce que c'est un ami à toi? Est-ce que tu fréquentes ces gens-là? Alors, alors Sardou a été mon idole. Sardou a été peut-être celui qui m'a donné envie de faire ce métier. Ah oui. Ouais. Janvier 75, je voulais acheter des places pour un match de rugby qui avait lieu l'après-midi même. Il y avait plus de place pour le match. J'étais là avec mes 20 francs que ma maman m'avait donné. Et je savais pas quoi faire de mes 20 francs. Et il y avait un type devant l'Olympia qui vendait une place parce qu'il avait 2 places de trop. Il m'en vendait une. Et je lève la tête, je vois Michel Sardou. Moi, à l'époque, j'écoutais Led Zeppelin. Donc je me dis, c'est qui ça, Michel Sardou? Ah, la maladie d'amour. Ah oui, c'était bien la maladie d'amour. Et donc, j'ai vu le spectacle. J'étais au dernier rang. Je pensais que je m'étais fait escroquer avec ma place. Mais bon. Et j'ai vu un type qui est rentré avec un charisme fou et qui m'a donné envie de faire le métier, carrément. Wow. J'ai dit ce soir-là, j'ai dit moi un jour je ferai comme lui. Et c'est parti de là. Donc Sardou était très important. Alors je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer 2-3 fois. Et à un moment donné même, on a eu l'occasion de manger ensemble et tout. Donc j'étais
hyper flatté et heureux. Mais c'est pas ce qu'on appelle un ami. Non, ami, très ami. Celui avec lequel j'étais le plus ami, c'était Johnny. Ah oui. Johnny, ça a été vraiment mon ami. Johnny m'a pris sous son aile en 84. Première fois qu'il m'a vu, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec lui qui n'a jamais descendu. Il y a eu et plus les années ont avancé, plus on s'est rapprochés, jusqu'aux dernières années où on avait beaucoup de déjeuners tous les deux. En plus, c'est lui qui m'a fait acheter une maison à Los Angeles, donc du coup, j'habitais pas loin de chez lui. On se voyait beaucoup. Qu'est-ce qu'il voyait en toi? Qu'est-ce que toi tu voyais en lui? C'est sans rentrer dans votre intimité, mais moi très franchement, je voyais une légende. Moi, j'avais la chance j'étais très flatté de pouvoir être copain avec une légende, et que quand je m'asseyais, j'étais très content de pouvoir lui poser des questions sur Claude François, sur France Gall, sur Sylvie Vartan, sur cette histoire, sur les vieilliers, sur le rock, surtout sur les motos, et puis de l'entendre parler, de la vie, et l'entendre parler, et puis de voir un type sur qui on a tout dit. On a tout dit sur Johnny, hein. Mais la seule chose qui se passe à l'arrivée, c'est que on a parlé, mais lui, il est resté. Il a toujours été là. C'est fou, hein. Les caravanes sont passées, et lui, il est resté. Mais et on a dit de lui qu'il était, à un moment donné, on l'a même traité un peu de débile, on a machin, tout ce qu'on voulait. Moi, j'avais en face de moi un type qui avait beaucoup de bon sens, qui avait à peu près tout compris, et qui, moins on était nombreux, plus il laissait son inhibition de côté. C'est-à-dire, tu voyais Johnny dans un dîner avec 15 personnes, franchement, il parlait pas. C'est vrai. Et puis, moins il y avait de gens, plus il parlait, et quand on était plus que 2 ou 3, là, c'était flamboyant. Et il y a des gens qui avaient un regard un peu méprisant et hautain sur Johnny Hallyday, et les gens qui l'aimaient en disant c'est le mononcle, le monsieur qui joue aux boules, qui va au zinc, au petit bistrot de quartier, qui se promène en Marcel à peu près. Là, tu sais, alors ça a été. Alors il y a eu plusieurs périodes. C'est pas vous que j'apprendrai ce qu'est l'importance de l'image, l'importance de la carte entre guillemets, cette fameuse carte. Et Johnny Hallyday, c'est vrai que jusqu'à ce que Nathalie Baye le rencontre et lui présente Michel Berger. C'est vrai. Il y a 2 époques. À partir du moment où Michel Berger commence à écrire des chansons pour lui, qui en plus sont de grande qualité. Ensuite, Jean-Jacques va travailler avec lui. Ensuite, il y a toute un regard sur Johnny qui change. Et puis, quand le regard change, finalement, les gens vont le voir. Et lui était resté le même. Mais eux, ils ont découvert qui il était. Et eux, ils ont compris qui était Johnny sur une scène, qui était Johnny en dehors de la scène. Et puis, la légende est devenue une légende absolument intouchable. Parce que quand il est mort, c'est ça qui était fascinant, c'est que ça allait de la ménagère de plus de 50 ans à des gens qui sortaient des grandes écoles. Je veux dire, il a vraiment réussi à toucher tout le monde, comme Jean-Paul Belmondo au cinéma d'ailleurs. Il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux, parce que t'es allé aussi aux funérailles de Belmondo et t'étais très ému. J'étais très proche de lui également, très proche. On était très amis. Jean-Paul je me rappelle la dernière fois que j'ai déjeuné avec lui, j'étais à Québec. J'étais au Québec. Et il m'a téléphoné et il m'a dit on déjeune. J'ai dit oui, mais je suis pas là. Il m'avait dit on déjeune après-demain. Je sais pas. Évidemment, j'ai avancé mon voyage de 24 heures et je suis arrivé, c'était comme une surprise. Puis on a déjeuné ensemble. C'était notre dernier déjeuner ensemble. Mais Jean-Paul, pareil que Johnny, c'est quelqu'un qui m'a donné confiance. Jean-Paul, il est rentré dans ma loge en 81. Je jouais au théâtre et il avait ouvert ma loge à la fin. Et c'est vrai que j'avais un rôle super, je faisais marrer et tout, c'était cool. Et il a ouvert la porte, il m'a fait très loin, très loin, ça ira très loin. Et puis il a fermé la porte. Attends 2 secondes, mais le jour où t'as Jean-Paul Belmondo qui te dit tu iras très loin, si t'avais le moindrement un tout petit peu un manque de confiance en toi, ça l'a comblé, ça. Je l'ai toujours eu en fait. Oui. Mais c'est vrai, quand je te parlais de père de rencontre, j'ai eu cette chance que ce soit ces figures emblématiques aussi qui me fassent confiance. Quand t'as un Jean-Paul Belmondo ou un Louis de Funès, qui, cette même pièce de théâtre, est rentrée aussi dans ma loge en disant des choses adorables. Cette pièce avait fait bouger beaucoup de monde. Louis de Funès. Oui, Louis de Funès était venu. C'était. Attends, c'est notre idole, parce qu'on était à Paris l'été dernier, on était allé voir l'exposition extraordinaire sur Louis de Funès. C'est une histoire absolument hallucinante. J'ai eu cette chance d'être adoubé par mon temps a été adorable avec moi. Charles Trenet m'avait invité à ce que je chante un tribute pour lui. Et j'avais été bouleversé de pouvoir chanter Fidèle devant Trenet. Mais tu es chanceux tu fais partie de la dernière génération à les avoir rencontrés, à les avoir côtoyés, rencontrés. Bien sûr. Mais bien sûr, si tu savais ce que Charles a fait avec moi, Aznavour, et on a fait 5 duos, je crois, enregistrés, je sais pas combien de missions de télé ensemble. On avait les maisons pas loin dans le sud. Donc alors oui, quand je te parle de père de rencontre, oui, ces gens, avoir l'affection de ces gens-là,
leur reconnaissance de ces gens-là a été très importante pour moi. C'était super d'être le petit. Non, je suis vraiment un enfant de cette chanson française. Gilles Villeneuve ne peut éviter le bolide de Jochen Mass. Sa Ferrari s'envole littéralement. Il y a 40 ans, mon pilote préféré mourait dans un terrible accident de Formule 1. Je suis Julien Amado, journaliste automobile pour le Guide de l'Auto, et je suis fasciné par l'histoire de Gilles Villeneuve. Je me suis toujours demandé comment un petit gars de Berthierville a réussi à forcer son destin pour se rendre jusqu'au sommet de la Formule 1. Et pourquoi, aujourd'hui encore, il demeure une légende pour le monde de la F1. Sur 67 Grands Prix, il y a eu 67 histoires de Villeneuve. Alors j'ai voulu parler à ses amis, ses collègues, pour comprendre l'homme derrière la légende. Je me lance donc à la poursuite de Gilles Villeneuve. La série est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio ou sur toutes les autres plateformes de balado. Le balado à la poursuite de Gilles Villeneuve est en nomination en tant que meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022. Tu as fait un spectacle, Barbara, tu as fait un disque sur l'entre-deux-guerres, sur la chanson française, un disque magnifique, super beau. T'en as vendu 2 millions d'exemplaires quand même, c'est pas mal. 3, excuse-moi, mes chiffres étaient pas bons. 3 millions d'exemplaires Mais de tes les gens albums. avaient envie d'entendre cette musique-là. Oui, je C'est pense quoi de qu'en se sortir de notre époque et d'entendre cette oui, musique? c'est-à-dire qu'en fait, quand tout vient d'une émotion, moi j'ai eu une émotion. Si j'ai une émotion, pourquoi les autres l'auraient pas? En fait, l'émotion, elle naît pendant la projection du dernier métro. 1980, le dernier métro sort, je suis au cinéma, je vais voir le film, et au générique du début, il y a Mon amant de Saint-Jean, Lucienne de Lille. Je connaissais pas cette chanson, je trouve ça magnifique. Ensuite, dans le film, elle revient une fois, la chanson, et ensuite au générique de fin. Et moi, je vais rester la deuxième séance pour réécouter la chanson. Ben oui, il y avait ensuite, pas Shazam à l'époque. non, il y avait pas Shazam. Donc je réécoute la chanson et là je vais écouter ensuite ce répertoire qui est complètement inconnu puisqu'à l'époque ma mère écoute plus Brel, Brassens, Ferré et Barbara que les chanteurs des années 30 qui sont considérés à l'époque comme un peu ringards. Mais donc oui. ces musiques-là, elles sont complètement poussiéreuses, mais moi je commence à bien aimer un peu le Damia, Lucienne de Lille, Fréhel, j'écoute comme ça, moi ça m'amuse. Bon, ça plaît à personne autour de moi, mais ça m'amuse. Puis Charles Trenet, puis tout ça, puis je vais voir Trenet sur scène et je dis waouh, quand même, il se passe un truc quand même la Trenet, hein, c'est pas ça rigole pas C'est quand pas même. anodin, ouais. Et puis je commande et puis un jour, complètement par hasard, dans une boîte de nuit à Megève, dans laquelle je suis sorti, un petit groupe qui joue du rock. Et là, on est en 97, je crois. Et là, il me voit, les gars, il commence à dire, elle a chanté avec nous et tout, le groupe, hein. Et on a chanté de 1h à 3h du matin. Tout le répertoire de U2, de Stones, de Beatles, de n'importe quoi qui nous passait, tout. On chantait, les gens étaient comme des fous. C'est sûr que personne n'irait skier le lendemain. Il est 4h du matin maintenant. Et quand les gars me disent, allez, 1 heure, je dis, c'est bon, on a tout chanté. Je vais pas vous chanter la Java bleue. Et là, t'as la boîte de nuit entière qui était composée de gens de 25 ans, tu vois, et qui tous c'est la Java bleue, et tu vois tout, et l'orchestre qui démarre, et on commence à jouer la Java bleue, et d'un coup on enchaîne des chansons des années 30 avec un orchestre qui connaissait à moitié les accords, et les gens qui chantent, des jeunes. 2 ans plus tard, je suis en tournée, et je me dis, je vais m'amuser, je vais mettre un petit medley en souvenir de ce truc-là. Je glisse un petit medley. Tout le monde me dit, complètement dingue, c'est ridicule, pourquoi tu fais ce truc-là, ça marche pas, c'est pas bien. Je dis oui, ça a pas marché parce que j'ai pas fait dans le bon ordre. Et le lendemain, je change l'ordre et je remets les chansons. Et là, t'as tout le Zénith à Paris qui se met à chanter. Et à danser. Et ça reste dans un coin de ma tête. Et 2 ans plus tard, quand il s'agit de faire un concept, je dis tiens, je vais faire un concept des années 30. Et là, t'as ma maison de disques, ma famille, mes amis, tout le monde me dit, tu vas te planter. T'es complètement fou, c'est une catastrophe, tu vas mettre en péril ta carrière. Je dis, pourquoi je vais en péril ma carrière? Au pire, je le vends pas. Bah, je vois pas pourquoi je vais mettre en péril ma carrière. Je fais de mal à personne, hein. C'est que des chansons. 3 millions d'albums plus tard, c'était devenu une idée du siècle. Ah oui. Et là, tout d'un coup, tout le monde disait comme il avait bien prévu tout ça. Mais on le sait pas quand on avance. On sait pas que c'est ça. On sait pas
On sait pas à quel point ça va être on va être rempli de tout ça. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que finalement, cet amour qu'on a cherché, d'avoir trouvé, d'avoir rencontré ce public, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cet amour qu'on voulait, qu'on cherchait? Jusqu'à ce que j'ai eu les enfants, je savais pas que c'était pas l'essentiel. Et quand mes enfants sont arrivés, j'ai compris que non. J'ai compris que ça se passait en bas de la scène. J'espère qu'ils le savent à quel point. Oh, oui, ils le savent. Tu réponds. Ils le savent. Ils seront là mercredi. D'ailleurs, on a un fils grâce à toi. Grâce à moi? Ouais. Oui. Ah, ça, tu te souviens pas? Bon, alors, il y a plusieurs années de ça. Je te l'ai déjà raconté, mais tu l'as oublié peut-être. Donc, il y a plusieurs années de ça, je faisais Les Chouettes Sophie à Télé-Québec et t'étais venu. Mais oui, bien sûr! Donner une entrevue. T'es revenu le lendemain faire une surprise à Alexandre Jardin et après, tous les trois, avec évidemment votre entourage, on est allés manger au restaurant. T'étais assis à côté de moi et tu m'as dit, est-ce que t'as des enfants? Je t'ai dit non, j'en veux pas. Et tu m'as regardé en disant, mais si tu fais pas d'enfant, tu vas passer à côté de quelque chose. Il y avait quelque chose de suppliant dans tes yeux qui disait, mais Sophie, tu peux pas passer à côté de ça. Et quand j'ai rencontré Richard, je me suis rappelé ce que tu m'avais dit. Et je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Donc, si j'ai un fils aujourd'hui, c'est un peu grâce à toi. Ça me touche au plus haut point. Je suis heureux de ça et puis heureux pour toi, pour vous. Mais j'avais déjà des enfants quand je t'ai dit ça? Non. J'avais pas les enfants. Non, encore. ben non. Wow. Parce que tu me dis que ton plus vieux a 18 ans. Moi, Ça s'est passé il y a 22 ans. Voilà, 2003, moi. Ouais. Et ben voilà, ça devait être en 2000 ou en 1999. Donc t'avais pas d'enfant, mais je savais que ça allait. Mais tu savais que toi t'en voulais. Oui. Alors que t'étais en train de convaincre une fille qui elle n'en voulait pas. Parce que je savais que c'était essentiel. Ouais. Et l'album Juste Avant, qui est donc 199, il s'appelle Juste Avant pour 3 raisons. Juste avant l'an 2000, évidemment. Juste avant, ça c'est mon côté prémonitoire, visionnaire, j'en sais rien, puisque il y a même des phrases dans la chanson qui s'appelle Juste Avant qui l'expliquent. Mais juste avant une grande catastrophe qui va bousculer le monde, parce qu'on est juste avant le 11 septembre. On est juste avant 2001, mais il y a des phrases qui sont troublantes dans Juste Avant. Je la réécouterai. Et puis la pochette de l'album, c'est mon visage un peu penché, puis des mains de femmes qui sont juste ici comme ça, qui m'entourent, mais dont on ne voit pas le visage, parce que je ne la connais pas encore. Donc c'est juste avant de la rencontrer, qui sera celle avec qui je ferai les enfants. C'était ça dans ma tête. Ding bang bong, ding bang ba bong, ding bang bong, ding ba bing bong, ding bang. Alors là, ça fait une demi-heure qu'on se parle. C'est le moment des questions piquantes. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on voulait te poser jusqu'ici qui sont là-dedans. Je vais toutes les prendre. Ah oui. Alors tu commences par la première quand même. Coppola fait du vin, qui est pas mal d'ailleurs. Pas tout, mais pas mal. Et Depardieu, Luc Besson, Pierre Richard, Christophe Lambert, Carole Bouquet, Francis Cabrel. Toi, tu fais de l'huile d'olive et du vin. Moi, je fais du vin. Et du vin aussi. J'ai pas bu les vins de tous ceux que tu cites. Là, il y en a certains, j'ai pas eu envie spécialement de boire leur vin. Mais en revanche, je peux te dire que Carole Bouquet fait un vin extraordinaire et un travail formidable. Ah ouais. Et que je pense que tous ces gens se sont mis à un handicap dès le départ. C'est-à-dire? Parce qu'ils ont mis leur nom avant de présenter leurs produits. Ah. Moi, quand j'ai fait mon huile d'olive, personne n'a su que je faisais l'huile d'olive. Personne. On est parti au premier concours, à l'aveugle, avec notre huile d'olive. Et on a gagné une médaille d'or. Denis Lévesque l'a su. Puisqu'en direct, j'ai appris que j'étais médaille d'or chez Denis Lévesque, moi. Ah oui, quand même. Denis Lévesque, il me dit, on se retrouve après la pause. Très bien, alors je vais à la pause. Et après la pause, il fait, Patrick Bruel, tu fais-tu de l'huile d'olive, toi, là? Je dis, Ton accent est tellement mauvais. Je dis, comment, il y a que toi qui le dis. Je dis, mais comment tu sais ça? Il dit, tout le monde sait ça, là, regarde ton journal national, le Figaro vient de dire que tu as gagné la médaille d'or. C'est comme ça que je l'ai appris. Et moi, j'ai cru que c'était surprise. Je te jure, je crois que c'était une blague. Mais en tout cas, je me suis pas mis en avant. Voilà, t'as bien fait. J'ai mis le produit en avant. Et quand le produit a gagné des médailles, après 10, 15, 20, 40 médailles, là, on a commencé à dire, ah, au fait, c'est lui. Et le vin, c'est pareil. On a fait un vin et c'est pareil. Moi, aujourd'hui, j'ai un a priori à aller goûter le vin de gens connus parce que je pense qu'il y a quelque chose de trop marketé derrière. Et parce que là, il y a le vin Rolling Stone, il y a le vin Pink Floyd, il y a le vin, tout le monde son vin. Oui, après ça devient. Mais le Coppola, il est bien. Alors le Coppola, ça dépend. Est-ce que t'es allé à son vignoble? J'aimerais bien y aller. Ah ouais. J'aimerais bien. Mais Coppola, le Coppola, lui, il a plusieurs variétés. C'est-à-dire qu'il a une variété qui est très 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 haute, et puis ensuite il a fait une variété beaucoup moins chère, plus accessible, et il est partout. C'est financièrement énorme.
ce qu'ils font là, très très gros. Nous, on n'en est pas là du tout. Non, c'est un truc très artisanal avec une petite production, mais une production qui, on est rupture de stock sur l'huile d'olive de toute façon. Donc on privilégie les très grandes épiceries fines et dans les très très belles boutiques partout où on peut. Et les restaurants, Alain Ducasse, Guy Savoie, quand alors même. Voilà, alors eux, ils ont adoubé l'huile en donnant leurs étoiles, mais ici aussi, Thierry Darez, on a fait un must, quoi. Vraiment, je suis très heureux Mais de Coppola, quand sa carrière de réalisateur s'est écrasée totalement, il vivait par son vin. Est-ce que c'est ça, toi, c'est ton plan de retraite? Je crois pas, parce que je crois pas, moi, parce que je suis pas réalisateur. Okay. Mais en tout cas, j'ai hâte de vous faire goûter mon vin parce que là, pour l'instant. Oui, parce que là, tu fais un rosé qui porte le nom de ta maman. Oui, Rosé Augusta. Parce que Léos, c'est Léon et Oscar, hein, le domaine. Oui. Et Augusta, ma maman, qui a son nom, parce qu'en fait, on a un rouge qui va arriver dans 2 ans, mais on a eu une tellement belle récolte qu'à un moment donné, on avait beaucoup de raisins. On s'est dit, tiens, on va faire quelque chose. Et on a fait un rosé qui, paraît-il, est excellent, mais le disent ceux qui aiment le rosé. Moi, je ne suis pas un buveur de rosé, donc je ne peux pas. Mais je sais qu'il a l'air très bon. En tout cas, on a beaucoup travaillé avec des spécialistes, et j'ai pas trop donné mon avis parce que j'ai pas vraiment un bon avis. Moi, je suis plus connaisseur sur le rouge, mais les connaisseurs à côté de moi ont l'air de dire qu'il est bon. On a hâte au parfum. Le parfum Patrick Bruel. Ça non, j'ai refusé. Les chandelles Patrick Bruel. Mais bien sûr. On a tous les artistes ont des offres de parfum partout dans les pays où on est, machin. Mais ça, non. Alain Delon a été très connu même en Asie parce qu'il avait un parfum. Mais il était plus connu par le parfum que par son travail, bien sûr. Est-ce que les femmes se lèvent un matin et se mettent du Patrick Bruel derrière les oreilles? Ah, mais je crois que ça, c'est pas une bonne idée, ça. je crois non, je crois que c'est pas bien. En revanche, on a une ligne cosmétique qu'on fait à partir de la feuille d'olivier, nous, qui s'appelle l'olivier de Léos, et dont la fragrance est exceptionnelle et peut-être aura lieu peut-être un jour à un parfum, parce qu'on a une fragrance formidable. Ça aussi, c'est un gros travail qu'on a pris avec des gens très compétents, on travaille super bien. Mais là encore, je me mets pas en avant, je vais pas aller faire de la promotion des crèmes. Il va pas y avoir ta photo dessus, là. Non. Alors, nous sommes le 10 mai. Ah bah le 10 mai, c'est l'année François Mitterrand. On peut pas penser à François Mitterrand le 10 mai. Dans 3 jours, tu auras bip, d'accord. Qu'est-ce que ça fait de vieillir? Pourquoi vous avez mis mon âge là? Vous avez mis un... Non, on n'a pas mis ton âge. Moi, j'avais dit à Richard d'écrire juste seulement c'est ton anniversaire dans 4 jours. Il l'a mis, mais comme c'est la radio. Bon, mais c'est 36 ans. Je dis ce que je veux. Mais comment ça fait, en fait, de vieillir, j'appelle pas ça vieillir pour l'instant. J'y arrive pas à appeler ça vieillir parce que certainement que j'ai pas très envie. Disons que je grandis peut-être un petit peu plus vite que les autres. C'est peut-être un peu ça. Je vois ça que par rapport aux enfants. En fait, j'ai envie d'être là le plus longtemps possible pour les voir évoluer, voir ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils font le plus longtemps possible. C'est ça en fait. C'est pas la peur que j'ai moi. J'ai de la chance visiblement de pas trop faire mon âge. Non, non, vraiment pas du tout. Je me maintiens, je fais du sport, je n'ai rien fait esthétique, j'ai même pas touché aux cheveux. Enfin, quelques cheveux blancs arrivent. T'as pas de cheveux blancs. Si, j'en ai. Attends, j'en ai, regarde ça, ils sont là, ils arrivent enfin. Ah oui, c'est vrai, ils arrivent enfin. Il y en a 3. Tu sais, il y a Oscar. Mais tu sais, pour Villa Caprice, à un moment donné, ils voulaient que j'ai... C'est ton dernier film. Oui, j'en ai un petit peu, là, ils ont voulu mettre des cheveux blancs et tout. Mais ça tenait pas. Mais bon, dans l'occurrence, la vieillesse fait... Si, la vieillesse fait peur. J'irai pas jusqu'à reprendre la phrase de Gaulle disant que la vieillesse c'est un naufrage. Mais ça dépend pour qui aussi. Il y a des gens qui vieillissent mal. Ouais. C'est pas uniquement physiquement. Il y a des gens qui vieillissent mal dans leur tête, dans leur corps, dans leur âme, et donc ils font que physiquement il y a quelque chose qui se dégage d'eux et qui n'est pas serein. Je sais pas, je vois la beauté d'un Clint Eastwood, la beauté d'un Leonard Cohen. On parle parce qu'on parlait de lui. Mais oui. Mais moi, je préfère quand je pense à ça ou que je pense à certaines femmes, j'ai envie de reprendre la merveilleuse phrase de Monica Vitti qui disait à son maquilleur, le maquilleur lui dit, je fais quelque chose là pour les rides. Il fait, vous y pensez pas. J'ai mis tellement de temps à les avoir. C'est tellement bien répondu. J'adore Monica ça. Vitti, elle était tellement belle. Attends, parce que quand elle est morte, Richard, il a été inconsolable. Il avait mis des photos de Monica Vitti partout dans la maison. Bien sûr. C'était vraiment... j'étais un petit peu jalouse, mais bon, je me suis faite à l'idée. Tu portes des lunettes de soleil quand tu joues au poker. Est-ce que
parce que tu es un mauvais bluffeur. Parce qu'on a vu les photos. Alors, de toi, quand tu joues au poker dans des tournois internationaux, souvent des lunettes de soleil. Bah, lunettes de soleil. un air de bœuf, comme on dit au Québec. Ouais. C'est vraiment, on les met. ça a l'air fâché. Les lunettes de soleil. En fait, il y a plusieurs raisons pour les mettre et chacun a ses raisons. Moi, j'ai pas peur d'être lu. J'ai pas peur que tu me lises si j'ai des lunettes. Moi, tu me liras pas. Je peux te faire ce que tu veux, tu me liras pas. Par contre, tu peux détecter des tocs ou des trucs ou un mouvement que je sais pas. Ça s'appelle avoir un tel sur quelqu'un. Ouais. Tu peux très bien avoir un tel sur moi et ce sera pas les lunettes. Les lunettes changeront rien. En revanche, les lunettes, moi, elles m'avantagent pour deux choses. La première, c'est que quand j'arrive à Vegas, souvent j'ai un décalage horaire et que je suis fracassé et que j'ai pas trop envie que tout le monde sache que je dors. Donc ça m'arrange j'ai les lunettes. Et là, d'autre part, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que t'es assis comme ça à ta table et t'as les lunettes. Or, pour avoir un tel sur quelqu'un, le meilleur moyen, c'est que la personne ne sache pas que tu le regardes. Et quand quelqu'un sait pas que tu le regardes, il contrôle pas ses mouvements, il contrôle pas ses gestes, il contrôle pas ses émotions. Il les contrôle quand il sait que tu le regardes. Et moi, je suis comme ça avec mes lunettes. Et en fait, là, je suis en train de te regarder. Et toi, tu le vois pas parce que j'ai mes lunettes. Mais moi, je te regarde. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que t'as pas le droit d'avoir des lunettes? Non, T'as le droit. Non, les lunettes, t'as tout à fait le droit. T'as tout à fait le droit de les avoir. C'est les seules raisons pour lesquelles je les mettais sur des tournois très importants où il y avait des joueurs. Moi, ça m'arrangeait. Moi, d'avoir une lecture sur des joueurs comme ça qui ne voyaient pas que je les regarde. Ça, c'était intéressant. Et puis aussi, esthétiquement, c'était pas mal pour les photos, plutôt d'avoir une sale gueule. Oui. Toujours mieux d'avoir des Qu'est-ce que lunettes. t'aimes du poker? Le rapport analytique, le rapport stratégique. Moi, je viens des échecs, en fait, hein. Donc, ma formation, c'est échec. Donc, échec. C'est l'analyse, c'est de prévoir un coup avant l'autre. Voilà, c'est l'analyse, c'est d'essayer de se mettre dans la peau de l'autre, de comprendre, de se mettre à sa place, et puis d'essayer de passer ton émotion, de passer ce que t'as à faire passer. Tu veux le faire payer ou tu veux le faire coucher. Et tu dois y arriver. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises au poker que tu appliques dans ta vie de tous C'est les jours? interactif. Les deux. Les deux? Les deux. La vie m'a appris beaucoup de choses pour le poker et le poker m'a appris beaucoup de choses sur la vie. Mais on me pose souvent la question du rapport entre l'acting et le poker. Ouais. Les joueurs de poker, les grands joueurs de poker sont de bons acteurs. Mais les acteurs sont pas tous de bons joueurs de poker. Et les gens qui sont à la fois des bons joueurs de poker, des bons comédiens Il y en a pas beaucoup. et des bons chanteurs, ça, il y en a fort peu. Oh putain, c'est un roman. Sophie et Richard sont en désaccord sur Aznavour. Richard dit qu'il fait des chansons à texte, dignes de Brel et Brassens, alors que Sophie dit qu'il est un chanteur de variété. Toi, es-tu un chanteur à texte, chanteur de variété? Alors c'est formidable ce débat parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Mais chez nous, c'est quasiment une cause de divorce, là. Donc, c'est Mais vraiment, oui, ça donne des mais chicanes quelque part- épiques. Mais quelque part, vous avez tous les deux raison. Ah, bah ça, j'aime Vous ça. avez tous les deux raison. En fait, mais qu'est-ce qu'on appelle chanson à texte? En fait, Aznavour, lui, il a, peut-être avant l'heure, créé la chanson de proximité. Il a raconté la proximité. Il a raconté une femme qui se laisse aller. Ouais. Il a raconté une fille qu'on rencontre après 30 ans et d'une histoire d'amour qui a pas eu lieu. Il a raconté avec ses mots, parfois très simples, mais des situations extrêmement poétiques et des situations surtout qu'on a tous vécues, avec des mélodies magnifiques et une voix sortie de nulle part et qui est devenue une voix emblématique. Alors, je me pose pas la question Est-ce que tu de le mets savoir, parmi les grands? mais Est-ce que tu le mets parmi de Brassens, Brel, Brassens, Ferré, mais je vais te dire où je le mets déjà. Je le mets parmi la très 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 rare famille de ceux qui peuvent aligner 40 chansons connues et Des hits, ouais. incontournables. Alors que certains ne peuvent pas le faire. Gilbert Bécaud a des chansons merveilleuses, mais peut pas aligner 40 chansons comme pouvait aligner Aznavour. Parce que l'opposition était toujours Bécaud-Aznavour à l'époque. On n'a pas situé... C'est vrai qu'on n'a jamais mis Bécaud ou Aznavour dans la cour des 3B. On n'a jamais mis Brassens, Brel, Barbara ou Ferré ou Ferrat. Ils faisaient partie. Mais aussi pour une raison. C'est qu'il y avait un caractère... il y avait un côté chanteur de gauche aussi. Ah oui, tu penses? Qu'Aznavour était pas. Ben, il était pas Ouais, là-dedans. c'est ça. Voilà, il était pas là-dedans. Il était Ok, pas d'accord. là-dedans. Je pensais que tu disais le Brassens contraire. incarnait C'est pas Saint-Germain, le chanteur là. un peu anard. Oui, oui. Si je m'en réfère à l'émotion,
l'émotion que m'a donnée Aznavour, elle est au sommet. Bon, ben voilà. Bon. Voilà. Ben, mais Sophie maintenant, a dit, c'est un chanteur de mais variété. maintenant, est-ce qu'on étudiera un texte d'Aznavour dans une école comme on étudie un texte de Brassens? Je sais pas. Est-ce que tu es plus dans ton écriture, quand tu te juges, est-ce que tu es plus chanteur à texte, chanteur de variété? Comment tu te vois? Moi, est-ce que mes textes resteront? Est-ce que mes chansons resteront? Est-ce que mes chansons auront un jour une place aussi jolie que peuvent avoir une chanson de Brassens, de Barbara ou certaines chansons de Ferré? Je sais pas. Il y a peut-être des chansons qui ont tellement touché. Je sais que certaines des chansons sont dans des livres parfois d'école. Je trouve ça hyper touchant. Ah oui. Mais est-ce que je mérite ça? Franchement, je sais pas. Il y en a un qu'on oublie dans la chanson française, c'est Delpech. Oui, mais alors, qui avait le doigt. Oui, mais après, sur la tu peux en société mettre plein. française, c'était un sismographe. Bien sûr. Delpech, le premier à chanter sur le divorce, le premier à chanter. Puis des beaux textes aussi. Oui, mais comme si tu utilises le critère de Patrick qui est les 40 chansons, ben Delpech, t'en as 2 ou t'en as 3, mais t'en as pas 40. Non, t'en as une 20. quinzaine, hein. Ouais, Comme le Normand. quinzaine. Comme le Normand, t'en as une bonne Ouais, Gérard quinzaine. Lenormand. T'en as des belles de le Normand. Ouais. T'en as des belles. Fugain aussi. Ça. Mais ils ont fait partie, ils sont nés avec une vague, en termes d'image, qui a été balayée par l'arrivée, de Souchon. En fait, le grand virage de la chanson française, les grands virages de la chanson française, c'est Charles Trenet, Gainsbourg, Souchon, qui en change le mode d'écriture complètement et le mode de perception. À partir de Souchon, moi, tu me demandes, moi, je suis un enfant de Souchon. Moi, je pense que depuis Souchon, personne n'a vraiment inventé quelque chose de très nouveau. Peut-être Stromae avec cette nouvelle façon d'arriver, cette nouvelle façon de dire ou de poser les mots sur des rythmes. Mais Souchon, c'est voilà. Souchon, Allô maman Bobo, Souchon, c'est quand même- Renaud, Ouais. Jonas, tout ça, c'est cette famille-là. Mais c'est vrai que quand tu prends les textes de Brassens, on est à un niveau très élevé de poésie. Très, très, très élevé. Tu prends une chanson comme Le Blason, je pense que jamais personne a aussi bien parlé de la femme ou du sexe de la femme comme c'est merveilleux cette chanson. C'est avec un tel respect, une telle intelligence, une telle joliesse. Enfin, moi, Brassens, je connais toutes ces chansons. Comment fais-tu pour avoir d'aussi bons rapports avec ton ex? Quel est ton secret? À quand un livre? J'aime bien finir par cette question. Ouais. C'est super. Alors d'abord, j'ai un rapport extraordinaire avec mes ex. Ah. Avec tous les gens qui ont partagé ma vie ou qui ont croisé ma route, j'ai des rapports extraordinaires avec. Et d'ailleurs, c'était assez amusant. Nariman, avec qui je travaille ici depuis 15 ans maintenant, me rappelait cette anecdote le jour de mon anniversaire à Bruxelles il y a 2 ans, où une de mes amies avait fait un petit film où elle demandait à chacun de dire une petite impression sur moi, et Nariman était très très étonné de voir qu'il y avait beaucoup de mes ex qui étaient là, tout ensemble, tout très très tout le monde faisait bon ménage avec beaucoup de beaucoup de chaleur, génial, Donc, ça. tu réussis beaucoup de tes sympathie. sorties. Ben oui, je pense que c'est important. De toute façon, à partir du moment où on a rencontré quelqu'un, aimé quelqu'un, vécu quelque chose avec quelqu'un, quel que soit le temps que ça ait pu durer, parfois ça peut être court, parfois ça peut être plus long, parfois ça peut avoir construit ou moins construit, mais il y a quelque chose qui s'est passé, et ce quelque chose qui s'est passé, ça serait se renier que de renier cette relation, et donc ouais, j'ai toujours un très beau rapport. J'ai toujours été à l'écoute. Si quelqu'un avait besoin de moi ou besoin de m'entendre, ou moi, j'ai besoin d'être écouté, je sais que il y a certaines portes auxquelles je peux taper. Et donc avec Amanda, c'est une histoire merveilleuse parce que c'est La mère de tes enfants. C'est la maman de mes enfants, et je sais que c'est la maman de mes enfants après 36 heures. Ah oui? Oui, on s'est rencontrés un soir complètement par hasard dans une boîte de nuit où je n'avais rien à faire ce soir-là, elle n'avait rien à faire non plus ce soir-là, c'est un hasard complet. On se retrouve dans cette boîte, on discute, et après on reste ensemble à parler plus qu'autre chose. Et puis on va se voir pendant ces 12 heures, et puis bref, au bout de 24 heures, je lui dis, tiens, est-ce que tu veux venir avec moi? Je pars dans un festival présenter un film, est-ce que tu veux venir avec moi? Et elle vient avec moi, alors qu'on se connaît pas. Bien, mais elle vient avec moi. Et puis elle monte dans cet avion, et puis je la regarde, elle regardait vers le hublot, puis je la regarde, et puis je lui dis, t'as rien contre le fait qu'on fasse 2 enfants?
Et elle me dit, t'es un bon fou, toi. Je lui dis, t'as encore rien vu. C'est génial. Et c'est comme ça que l'histoire commence. Et oui, 2 enfants, une belle histoire. À un moment donné, la vie fait que on se sépare, mais on reste très très attachés, avec beaucoup de respect. Je pense qu'elle est mon premier défenseur, comme je suis son premier défenseur, quel que soit le moment. On est très liés, très proches, très admiratifs du travail de l'un de l'autre. Et puis surtout, pour nos enfants, même, oui, bien sûr, quand on s'est séparés, il y a eu, à un moment donné, une légère tension, c'est normal, ça peut pas se passer toujours, mais ça a été dissipé très vite par l'idée qu'on avait 2 enfants et que eux, pour eux, ça devait bien se passer. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a une boîte de production ensemble, on travaille ensemble, on se soutient, on s'aide, et donc je profite du moment pour dire à quel point elle vient d'écrire un livre extraordinaire. Alors ça m'a complètement bluffé, c'est le cas de le dire, un joueur de poker, parce que donc quand le livre est sorti sur ton compte Twitter ou Facebook ou je sais pas trop, t'as une photo de toi, tu tiens le livre d'Amanda dans tes mains et tu fais une critique de son livre, tu en parles avec beaucoup d'admiration, de tendresse, de bienveillance, et elle te répond en disant merci, à quel point elle est comblée de ce que t'as dit. Et t'étais pas obligé de faire ça. Ah non, je suis pas obligé, mais je suis pas obligé à chaque fois d'être ému et d'avoir des larmes aux yeux quand elle écrit quelque chose. Et que si je ne connaissais pas Amanda Stairs, j'aimerais bien savoir qui elle est et comprendre comment cette femme arrive à recréer des sentiments aussi précis, aussi profonds, avec une telle maturité et avec une telle fluidité. Alors le sujet est extraordinaire parce que juste le sujet va vous toucher. Le sujet, ça s'appelle le café suspendu. Café suspendu, c'est en italien café sospeso. Et le café sospeso, c'est une tradition napolitaine. Tu rentres dans un café, tu t'achètes un café, tu payes ton café, mais tu payes un deuxième café qu'on va inscrire à l'ardoise. Et quelqu'un qui va rentrer dans le café, qui peut pas se le payer, va prendre ce café. À partir de cette tradition qui est merveilleuse, Amanda écrit donc 8 nouvelles qui se passent dans ce café, avec des destins qui vont se croiser, s'entrecroiser, se retrouver, se perdre de vue. Bon, déjà, la structure est extraordinaire. C'est sublime. Et c'est sublime. On est à la 3e, 4e histoire, on a déjà des frissons, et puis on sourit, et puis on rit. Et en plus, en opposition avec son livre précédent, qui était merveilleux, qui s'appelait Lettre d'amour sans le dire, et qui était un livre qui se passait dans un salon japonais, avec un ton très très retenu, comme le Japon l'impose. Là, elle est dans un café en Italie, avec la verve des Napolitains, avec cette chaleur. On a envie de faire partie de ce café, on a envie d'entrer, on a envie d'acheter un café, de boire un café, et le livre est magnifique. Et il fait un démarrage assez fort en France, donc je suis très heureux pour elle, parce que là, elle a vraiment écrit quelque chose de très fort. Alors tu devrais écrire... Et je suis objectif. Oui. Même si au fond, je ne le suis pas, mais je le suis. Oui, mais tu devrais donc écrire un livre, les 10 conseils pour maintenir des bons rapports avec ses ex. Ça serait joli. C'est pour elle. Et ce serait Amanda qui écrirait la préface. Et on termine avec une lumière cinématographique dans les fenêtres. C'est le Golden Hour, ce que j'adore là. J'adore cette lumière-là, comme le soleil qui se couche sur Montréal. Moi, je vais trinquer. Tu peux reprendre ton verre de Bordeaux. Finalement, pour quelqu'un qui fait du vin, tu bois très peu. C'est qu'on a beaucoup parlé. Mais maintenant, on va peut-être boire et manger ces petites choses sympathiques là. Merci. Ça a été un grand plaisir. Moi aussi. Et puis, écoute, bonne suite. Vous avez écouté l'Apéro Piquant avec Sophie et Richard. À l'animation, Sophie Durocher et Richard Martineau. À la recherche, Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. À la prise de son et à la réalisation, Anne-Sophie Carpentier et Bastien Gagnon-Lafrance. Une production Cube Radio.